Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parce qu'hier, il y a eu un très gros élan de solidarité. Une soixantaine de personnes sont venues à la mairie et nous avons pu trouver des solutions d'hébergement pour toutes. Mais évidemment, ce sont des solutions d'hébergement transitoires. Et aujourd'hui, les familles viennent parce qu'elles veulent aller chercher des médicaments, aller chercher des effets personnels. Et donc, il faut être accompagné d'un pompier comme vous pouvez. Bien sûr. Combien de personnes hébergées, Florence Berthoud ? En fait, il est très difficile de répondre à ça. Il y a une vingtaine d'appartements dont les locataires ont été relogés par les deux bailleurs qui étaient les immeubles mitoyens de cette école américaine de mode. Donc, ce sont des familles, mais souvent une, deux personnes, trois grand maximum. Elles ont été relogées par Paris Habitat et par la RIVP. Pour les autres, moi je salue tous mes administrés qui ont fait preuve et les services qui ont fait preuve de beaucoup d'élan de solidarité. J'ai accueilli jusqu'à 1h du matin des familles qui venaient pour proposer de mettre à disposition une chambre, deux chambres pour ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de solution d'hébergement. Oui, grande solidarité dans l'arrondissement et même hors de l'arrondissement, Florence Berthoud. Le bilan, d'abord, est-ce que les recherches se poursuivent toujours ? Oui, les recherches se poursuivent. Alors, j'entendais mon collègue du Conseil de Paris dire il y aura certainement des morts. Non, n'affolons pas. Faut qu'on soit extrêmement prudent. Nous avons 35 personnes qui sont en urgence relative. Parmi ces personnes, je pense que certaines vont ressortir aujourd'hui. Et nous avons, et c'est là où il y a un bilan qui est préoccupant, nous avons toujours 4 personnes qui sont en urgence absolue. Le préfet de police m'a confirmé ça d'ailleurs ce matin très très tôt. Donc on va refaire un bilan. À ma connaissance, aujourd'hui, et ça c'est une information... Toujours une personne portée disparue ? Alors, il y a une personne portée disparue, dont d'ailleurs, c'est une des raisons de mon retard à l'antenne, dont d'ailleurs le mari était accueilli en mairie, et on est en train d'essayer de voir si cette personne, par miracle, et je l'espère, aurait été accueillie dans un des hôpitaux où les victimes ont été rapatriées. J'ai eu le cas au milieu de la nuit avec un couple qui cherchait une maman plutôt âgée, et on a fini par retrouver à 4h du matin, fort heureusement, la trace de cette maman qui était sur le site de l'explosion et qui était à l'hôpital de Percy et qui, ma connaissance, n'est pas en situation d'urgence absolue. Voilà. Alors, donc, dans cet immeuble, école... Toujours une personne dont on n'est pas effectivement les corps... Alors, deux choses encore. Je ne vous retiens pas trop longtemps, parce que je sais que vous avez énormément de choses à faire, évidemment, Florence Berthoud. Mais deux choses encore. L'immeuble qui a été entièrement détruit abritait une école artistique privée, la Paris American Academy. Il y avait beaucoup de monde. Vous le savez ou vous ne savez pas? Non, il n'y avait pas beaucoup de monde, fort heureusement. Et je vais vous en donner la raison principale, c'est que par miracle, là encore, la douzaine d'étudiants bachelor qui devaient être sur site cet après-midi-là étaient dans un musée en déplacement dans un musée avec leurs professeurs. Donc c'est une chance inouïe parce que là, effectivement, s'ils avaient suivi des cours cet après-midi-là, on peut craindre que le bilan ait été beaucoup plus grave. Évidemment. Donc, voilà. Évidemment. Alors, sur les causes de l'attentat, évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas. Évidemment, l'hypothèse privilégiée, c'est encore une fois le gaz, malheureusement. Florence Berthoud, est-ce que dans ce quartier-là, on cuisine ou on se chauffe au gaz ? Oui, tout à fait. Moi, maintenant, j'incite vraiment, là encore une fois, à beaucoup de prudence. Il y a des odeurs il y avait des odeurs de gaz, mais c'est très difficile dans la confusion et dans le traumatisme de l'explosion de savoir si ces odeurs ont précédé ou si elles ont suivi. Vous savez. Alors j'ai dit le mot attentat, évidemment. C'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Vous avez raison. Vous auriez dû me reprendre, Florence Berthoud, parce que non, mais j'écarte pour l'instant l'attentat. Les enquêteurs écartent, mais
Mais bon, il faut toujours garder présent à l'esprit ce qui peut se passer. Oui. En revanche, le gaz, je vous laisse terminer sur le gaz. Donc on a senti le gaz. Oui. Les réseaux, si vous voulez, les réseaux de cette partie-là de l'arrondissement avaient été refaits, notamment à une centaine de mètres. Voilà. Alors. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement évacuer cette hypothèse. La réalité, c'est qu'il faut attendre très très prudemment le résultat de l'enquête judiciaire, et qu'après, une fois qu'on aura évidemment ces résultats, là, il faudra en tirer toutes les conséquences. Quelles conséquences il y a à tirer? Mais enfin, cette explosion, vous savez, ça peut être le gaz, ça peut être un acte de malveillance, un oubli. Il faut être très 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 prudent. Le gros sujet, ça va être de consolider très rapidement, non, parce que ça ne pourra pas être rapide, mais les immeubles qui sont 2 ou 3 immeubles. Le général qui dirige la brigade de sapeurs-pompiers de Paris me disait hier soir qu'il y avait 2, peut-être 3 immeubles qui sont des petits immeubles, hein, c'est ceux des 2 bailleurs sociaux, donc encore une fois, une vingtaine d'appartements qui étaient touchés parce que l'explosion a fait vibrer les murs et elle a repoussé le mur mitoyen de cette école. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Florence Berthoud. Je vous laisse, parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci. Oui, merci Florence Berthoud. Merci. L'immeuble qui s'est effondré est un immeuble du XVIIe siècle. Il faut le préciser. Je vous retrouve, Vincent Baladi. Donc, on parlait de la rue de Trévise. Rue de Trévise. Il reste tant à faire. On n'a pas rien n'est terminé encore, rue de Trévise, Vincent Baladi. Bah oui, on parlait d'enquête, de résultats, de conséquences, tirer toutes les conséquences. Oui. Ça fait 4 ans, donc je veux bien, hein, mais dans ce pays, on crève des procédures, de la lenteur administrative. Donc bien effectivement, là, on est très très prudent, et je soutiens toute l'équipe de la mairie du 5e pour être aussi élu en mairie d'arrondissement. Je peux vous dire, régulièrement, on a des signalements, on va sur place, et je sais qu'il y a un très gros travail de crise quand il y a, et tout mon soutien à Florence Berthoud et son équipe. Maintenant, il faut aussi prévoir l'avenir. On sait que de toute façon, le gaz, c'est 2 incidents par semaine en France. Et tous les incidents, heureusement, ne mènent pas à des vies humaines mises en jeu, ou très blessées, ou effectivement morts pour certains, malheureusement. En rue de Trévise, il y a eu 4 morts, dont 2 pompiers, je rappelle. Oui. Et là, il y a 4 personnes. Et j'ai pensé à propos de la rue de Trévise. Risque de mort. Oui, et puis à propos de la rue de Trévise, j'ai une pensée pour les blessés, les traumatisés à vie, les blessés à vie, hein. Et avec quelle lenteur dans l'indemnisation, quelle lenteur dans la recherche des responsabilités. Ça fait 4 ans, donc moi j'avais demandé déjà, j'avais fait une tribune déjà sur Atlantico il y a 2 ans, où j'expliquais déjà qu'il fallait une commission d'enquête, il faut vraiment se poser la question du gaz. Depuis janvier 2023, les nouvelles installations de gaz particulières sont interdites pour les nouvelles constructions. C'est pas par hasard. Mais bien sûr. Voilà, donc il faut vraiment se poser la question pour Paris. Il y a des villes comme New York qui ont supprimé totalement le gaz. Alors est-ce qu'on le fait pour le flux des nouvelles constructions? Il y a, voilà, encore une fois, avec d'autres élus, je sais que Jean-Pierre Lecoq et d'autres élus et notre présidente de groupe Rachida Dati est sur la même position que nous. Elle avait demandé d'ailleurs un audit général du réseau de gaz. C'est un sujet et on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Jean-Pierre Lecoq, c'est la mairie du 6e. Audit général sur le gaz à Paris. Merci beaucoup. Merci Vincent Baladi. Il est 10h48. Merci d'avoir été avec nous. 10h48. Vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas. Vous avez des témoignages peut-être à apporter. 0826 300 300. On va changer totalement de sujet dans un instant. Nous allons parler des abricots, nous allons parler des melons, nous allons parler des pêches. Pourquoi? Parce que la récolte est belle cette année. Elle est belle, les fruits seront beaux. Est-ce qu'ils seront moins chers, les fruits français? Je parle de fruits français, on en parle dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio, vous n'en ratez rien. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Bourdin. 10h52, est-ce que vous faites comme moi? Je privilégie les fruits français aux fruits espagnols ou autres venus de l'étranger. Bon, ils sont un tout petit peu plus chers, c'est vrai. Pas toujours, mais souvent, mais tellement meilleurs. Nous sommes avec Bruno Darnaud, qui est arboriculteur à la Roche-de-Glin. C'est, je crois que c'est dans la Drôme, c'est cela, Bruno Darnaud? Oui, c'est ça, c'est bien dans la Drôme, oui. Bonjour. Bonjour Bruno Darnaud, président de l'AOP, appellation d'origine
protégée pêche et abricots de France. Bonne nouvelle. Oui, c'est les organisations de producteurs, M. Bourmet. Ah bon, pardon. Voilà. L'association des organisateurs de producteurs. Les organisations de producteurs. Ah, je pensais que c'était l'AOP. Non, mais c'est pareil, parce que vous êtes en AOP, vous, vos pêches et vos abricots. C'est bon, l'abricot, c'est bon la pêche et le melon. Abricot, pêche, melon, cette année, produit en France. Grosse production, c'est cela, Bruno Darnaud? Grosse, non, mais récolte normale. C'est-à-dire qu'on a échappé au gel de printemps. Oui. Donc, on pense avoir une production autour de 120 000 tonnes en abricot et 180 000 tonnes en pêche nectarine. Mais dites-moi, 120 000 tonnes en abricot, c'est beaucoup, hein? Oui, mais c'est pas exceptionnel. On est sur quelque chose, on va dire, normal. Voilà, l'inquiétude qu'on avait au mois d'avril, c'était la sécheresse. Oui, je me souviens, oui. Et là, maintenant, c'est un peu les orages qui tombent de façon un peu journalière dans les zones de production. Mais bon, la situation semble s'améliorer, même si on est encore en alerte ces prochains jours. Mais globalement, il y a du volume et il y a de la qualité. Et surtout, il y a de la qualité cette année, hein, Bruno Darnaud. Oui, tout à fait. Alors même si on a eu un mois de mai, peut-être, il faut se rappeler que l'année dernière, c'est la canicule. Oui. Là, on a eu, c'est vrai, un peu moins de température, mais on est assez surpris par la qualité gustative et par les taux de sucre qu'on a déjà dès ce début de campagne. Et je dirais un début de campagne qui est parti assez vite, puisque vraiment, on est en plein dedans aujourd'hui pour la pêche nectarine et l'abricot. Voilà, pêche nectarine, abricot en plein dedans. Les melons aussi? Ah, les melons aussi, oui, c'est tout est en train d'arriver et les fruits d'été sont vraiment là. Il faut en profiter dès aujourd'hui. Il faut en profiter dès aujourd'hui. Alors Bruno Darnaud, je suis content pour tous ceux, toutes celles et ceux qui se battent au quotidien pour faire pousser ces arbres et pour faire pousser ces fruits, ces plants de melon. Par exemple, le melon qui moi j'adore les pêches, j'adore les abricots et j'aime les fruits français. Un peu plus cher toujours que les fruits espagnols, par exemple, Bruno Darnaud? Oui, on a un prix de revient qui est plus élevé, notamment en termes de main-d'œuvre. Oui. Et on sait que l'inflation est passée par là et qu'on a des coûts de main-d'œuvre qui sont très importants dans nos produits. Et donc le SMIC en augmentation fait qu'on a un prix de revient qui augmente. Et puis, on a des contraintes qu'on s'impose, environnementales, un peu supérieures aux Espagnols. Donc, on a un prix de revient plus important. Et notamment à travers la démarche berger éco-responsable, où on est sûr d'avoir, du produit français, et des producteurs qui sont engagés dans la préservation de l'environnement. Oui. Mais pas question de revenir en arrière, Bruno Darnaud. Pour une simple question de prix. Les fruits français sont un peu plus chers, il faut l'accepter? Oui, exactement. Il faut l'accepter. Donc, on est un peu plus cher que les Espagnols. Oui. Mais je pense qu'on a quand même des qualités à mettre en avant. Oui. Et ce que je viens d'expliquer à travers Verger éco-responsable, c'est des démarches sur lesquelles on est vraiment engagé et on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Et on insistera notamment sur la qualité gustative parce que nos produits sont avant tout des produits plaisir. Et donc, on insiste là-dessus, et ça a un coût pour retrouver une bonne gustativité auprès du consommateur. Par rapport à l'année dernière, est-ce que les abricots, les pêches et les melons sont moins chers ou seront moins chers? Alors moi, je vais rester sur pêche et abricots, mais globalement, si vous voulez, l'année dernière, en moyenne, le prix moyen des pêches nectarines, on était autour de 3,49. Oui. Et les abricots, 3,65. Oui. On devrait être dans ces eaux-là, peut-être légèrement supérieur avec l'inflation, mais à mon avis, pas très supérieur. Et puis, ne pas oublier qu'il y a beaucoup de promotions chez les grands distributeurs. Et là, vous allez trouver des produits entre 2,50 et 3,50. Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi vraiment être attentif. Il faut savoir que dans ces fruits d'été, semaine après semaine, il y a des promotions et donc vous pouvez trouver des prix largement abordables sur la pêche et l'abricot. Alors, fruits d'été, ça me fait plaisir que vous disiez cela, Bruno Darnaud. Je voudrais rappeler encore une fois que les fruits et légumes sont à déguster de saison. Je m'explique. On achète des fruits et des légumes de saison, vous êtes d'accord, Bruno Darnaud? On est en plein dedans, là, c'est vraiment... Je regardais ce matin les statistiques, on doit ramasser à peu près... Alors l'AOP représente 80% de la production française en pêche et 65% en abricot, mais si je fais le volume global ramassé aujourd'hui, on est à peu près à 2500 tonnes jour de pêche nectarine et d'abricot. Ça veut dire qu'on a de quoi vraiment fournir l'ensemble de la distribution française. Oui. Et moi j'ai envie de dire aux consommateurs, exigez aujourd'hui que dans les rayons, ils soient majoritairement, voire exclusivement, en pêche nectarine, abricot français. J'aime bien mes collègues espagnols, mais aujourd'hui on peut s'en passer.
on est vraiment au cœur de la saison française. Ben, évidemment, et avec la qualité qui va avec. Merci beaucoup Bruno Darnaud. Merci. Et bravo pour tout ce que vous faites, vous les arboriculteurs. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio, je défendrai toujours la production française et notamment la production des fruits et légumes français. Il est 10h57, merci d'être avec nous. Allez, nous allons débattre entre 11h et midi comme tous les jours, tous les jeudis, pardon. Comme tous les jeudis, nous allons parler politique. Débat comme tous les jours, oui, mais le jeudi, c'est jeudi politique, avec 3 députés qui seront nos invités. Nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité, ça va être passionnant. Comme tous les jeudis, vous aimez, je le sais, ce rendez-vous. Moi aussi, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h04, vous le savez, le jeudi, nous nous retrouvons pour parler politique avec des élus, parfois des sénateurs, le plus souvent des députés qui sont avec nous. Et j'en suis très heureux parce que je sais que c'est très suivi. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'auditeurs qui aiment beaucoup ce moment, ce jeudi entre 11h et midi. Aujourd'hui, Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville, députée Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Avec nous également Sébastien Jumel, qui est député communiste de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Emmanuel Taché de la Pagerie, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour monsieur La Bourdin. Camargue. La Camargue. Représenté ici, Arles et la Camargue. Absolument. Il est 11h05, explosion hier à Paris. Alors, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de l'explosion, on ne sait pas si c'est dû au gaz ou pas. Il y a des enquêtes en cours, nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs, mais en ce qui concerne le gaz, il y a eu d'autres explosions, à Paris notamment, mais pas qu'à Paris, dans d'autres villes françaises, dues au gaz. Je me souviens encore de la rue de Trévise. D'ailleurs, à propos de la rue de Trévise, je ne comprends pas que les enquêtes n'aient pas encore abouti, je ne comprends pas que les indemnisations ne soient pas réelles, je ne comprends pas la lenteur de tout cela, de la justice notamment. Enfin bon, ça, la parenthèse est refermée. Mais est-ce qu'il faut en arriver, Nadia Hay, vous avez été ministre de la Ville, à interdire l'utilisation du gaz dans notre pays? En tout cas, ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est de continuer l'effort qui a été entamé, oui, notamment dans la construction et de la rénovation, c'est de passer du gaz à l'électricité. Oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas interdire le gaz. C'est peut-être une réflexion qu'il faudra peut-être qu'on se pose collectivement. Mais s'agissant de ce qui s'est passé, l'événement dans le dramatique oui, qui a touché le 5e arrondissement de Paris, c'est un vieil immeuble. 17e. Oui, et Paris, nous le savons, doit là aussi faire un effort considérable pour renouveler toutes les installations énergétiques, et notamment celles qui distribuent du gaz. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir collectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit, et en tout cas, tous les efforts vont effectivement vers la conversion à l'électricité. Oui, Sébastien Jumel. Bon, d'abord, il faut un mix énergétique équilibré, intelligent, et oui, le gaz fait partie de ce mix, mais ça me conduit à dire que produire de l'énergie, s'occuper d'énergie, c'est pas vendre des barbes à papa. Ça implique un haut niveau de compétence, un haut niveau d'exigence, un haut niveau de maintenance, qui doivent être au cœur d'une mission de service public. Je dis ça parce que les tendances à privatiser, à déréglementer et à sous-traiter, en cassant notamment le statut des électriciens gaziers, des gars et des salariés de GRDF, a contribué à ce qu'on fasse des économies sur le niveau de maintenance, sur les équipes d'intervention, sur la rapidité des équipes d'intervention, et ça nuit à la sécurité de nos concitoyens. Même si, encore une fois, on ne sait pas évidemment, si l'explosion est... Non, mais indépendamment du drame qui s'est passé, j'ai évidemment pas d'éléments, mais je sais que on ne vend pas des barbes à papa quand on achemine du gaz. Oui, sans faire de projection sur ce qui s'est dramatiquement passé à Paris. Le collègue Jumel a raison. Il y a une vraie question autour de la maintenance, il y a une vraie question autour de qui est responsable. Sont-ce les syndics qui doivent faire vérifier leur réseau et leur alimentation? Et puis il y a une vraie question sur des statuts effectivement pour les électriciens gaziers, et sur les audits alors est-ce que ce sont les collectivités qui doivent les mener en lien avec les propriétaires ou les syndics sur l'état de leur réseau énergétique actuel? Bien. Il est 11h08, l'actualité. Regardons hier, dissolution des soulèvements de la terre. Le recours à la violence est-il légitime, légal, dans un état de droit? C'est la question posée. Que répondez-vous, Nadia Hay?
Évidemment que nous sommes dans un état de droit et aucune cause ne justifie la violence, encore moins quand elle est menée avec une certaine terreur et encore moins quand elle vise des structures privées, quand elle vise nos forces de l'ordre. Et donc une dissolution évidemment légitime s'agissant du sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation des soulèvements de la terre. Et donc là aussi, il y a une mission de sécurité et de protection des Français qui est de la responsabilité du gouvernement. Et donc, évidemment, une décision qui a été prise, qui a été bien encadrée, mesurée juridiquement et qui donne lieu à cette dissolution. Alors, j'ajoute une remarque de Jean-Luc Mélenchon. Ces militants sont réprimés comme des terroristes. Est-ce qu'ils sont réprimés comme des terroristes? Alors moi, je ne le crois pas, puisque selon l'intellectuel dont il s'inspire, Andrea Malm, le Suédois, il se réclame du léninisme écologique. Voilà les propos qu'on peut entendre dans l'Institut La Boétie qui appartient à la France Insoumise. Et d'autre part, il prône des méthodes d'action proches du Hamas palestinien. En fait, avec ces gens-là, on est face à une contestation permanente de l'état de droit, de la propriété privée, je ne passera pas sur les violations de propriété privée, de l'outil de travail et de l'utilisation permanente de la violence. Donc dissolution ? Oui, mais dissolution d'un groupement d'associations, ils sont malins. Moi, si demain ils se revendiquent les troubadours du climat, on va recommencer. Au mois d'octobre dernier, Marine Le Pen avait demandé la dissolution de tous les groupes extrémismes, quels qu'ils soient. Ça n'a pas été fait. Bon, là, c'est fait au mois de juin par Monsieur Darmanin, mais c'est très tard. Et les violences qui sont commises par ces gens-là, elles sont commises contre, en l'État, 47 gendarmes. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État, là? Non, mais attendez, on sait que ces gens-là sont d'avoir dissous. On sait que ces gens-là sont dangereux, sont des éco-terroristes. Non, je reproche la lenteur. Est-ce que vous approuvez la dissolution? On ne peut que l'approuver puisqu'on l'a réclamé en octobre dernier. C'est bien lent, non, du côté du ministère de l'Intérieur? Mais c'est pas question de lenteur. Vous savez que nous sommes aussi dans un état de droit. Nous sommes aussi dans un état de droit. Il y a des procédures qui sont prévues par notre état de droit, et donc nous sommes dans le respect de notre état de droit. Non, on ne peut pas se cacher en permanence derrière l'état de droit pour ne pas prendre des décisions. Je sais que vous vous dédouanez très souvent des procédures et de ce qui est prévu aujourd'hui par les textes. Eh bien, nous y sommes fidèles et nous veillons aussi à un équilibre entre la sanction qui doit s'appliquer et les libertés aussi fondamentales auxquelles nous sommes profondément attachés. Sébastien Jumel, attendez, Sébastien Jumel. D'abord, constatez avec moi que pendant qu'on parle de ça, dans l'heure inopérant, on ne parle pas du rapport du corps qui nous explique que la réforme des retraites ne produira pas les effets dont on prétendait qu'elle visait. Non, il dit même qu'il faut le rapport du corps, le rapport du corps nous dit que la réforme ne servira à rien. Je reviens au fond de ce que dit le rapport du corps. Le rapport du corps contredit ce que le gouvernement a annoncé, c'est-à-dire que la réforme n'apportera pas les équilibres financiers qu'elle prétendait. Sous-entendu, il aurait fallu aller beaucoup plus loin, ce que vous n'étiez pas. Il aurait fallu aller plus loin pour trouver d'autres modalités de financement préservant un système de retraite par répartition. Pour financer nos retraites. 60 ans. Mais pendant qu'on parle de ça, 65, 66, pendant qu'on parle des soulèvements de la terre, on ne parle pas de ceux qui cultivent la terre et qui la font vivre. Bon, mais pour revenir au sujet, ceux qui cultivent la terre comme les maraîchers nantais, pardonnez-moi de vous dire, eux, ils essaient de cultiver la terre, mais tout à coup, il y a les soulèvements de la terre qui viennent. Je dis ça parce que je défends ceux qui cultivent la terre. Moi, je défends tous ceux qui travaillent et notamment les agriculteurs de mon territoire. Et vous ne me prendrez pas à revers là-dessus. Maintenant, je reviens à la question. Oui, parce que c'est la question. L'extrême droite, d'ailleurs, connaît le sujet. Quand on dissout un groupuscule, il renaît de ses cendres le lendemain. Et quand on dissout un mouvement qui n'est pas constitué juridiquement, eh bien, on fait un effet d'annonce inopérant. Et c'est pour ça que je parlais de facilité, de lâcheté politique. N'a aucune. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, moi, je ne cautionne aucune forme de violence, d'où qu'elle soit. Je pense qu'on a besoin, au contraire, de militer pour une république apaisée, où les corps constitués, où les oppositions ont la possibilité d'exprimer la liberté fondamentale qui consiste à pouvoir manifester, s'opposer, critiquer, porter des alternatives. Et il faut être attentif à ça. Donc je ne cautionne aucune violence. Mais je constate quand même qu'il y a un vrai risque que, peu à peu, le pouvoir en place préfère casser des thermomètres, préfère utiliser des arguties
d'autorité, voire d'autoritarisme, plutôt que de répondre aux mots qui sont nombreux. Je m'inquiète. Mais que faites-vous face au sabotage, aux dégradations, aux atteintes aux biens? Que proposez-vous? Eh bien, que faut-il faire? Je propose un État qui protège, je propose un État régalien qui permet l'exercice de liberté fondamentale, celle de manifester, mais de le faire dans la sécurité des biens. Alors que faites-vous à l'encontre de ceux qui ne manifestent pas dans le calme? Que faites-vous? Des biens et des personnes. J'ai eu l'habitude de dire, Monsieur Bourdin, je crois devant vous, que qu'il s'agisse des Black Blocs, qu'il s'agisse des groupuscules d'extrême droite qui nombreux commettent des actes illégaux, qu'il s'agisse de mouvements radicaux dont on devrait s'interroger pourquoi une jeunesse sombre dans cette radicalité avec une forme de violence, qu'on a les moyens d'empêcher que ces choses-là dégénèrent en amont. Comment ? Parce qu'on sait de qui il s'agit, parce que les forces de police doivent pouvoir en amont donc on arrête, s'y prendre. On met devant la justice ces militants extrémistes pour ne pas nuire qui sont écologistes ou noyautés par l'extrême gauche. Pour ne pas nuire aux causes légitimes qui sont défendues et pour ne pas nuire à l'immense majorité des gens qui, lorsqu'ils manifestent, le font d'une manière sereine. Donc on les arrête, on les interpelle, on les arrête et on les juge. Donc vous faites ceux qui sont dans l'illégalité, vos collègues de la NUPES, ceux qui sont dans l'illégalité, qui méritent désobéissance à chaque manifestation. Mais moi je suis élu communiste. Je pense que la dissolution des soulèvements de la terre est inopérante, que c'est un leurre et que d'une part on ne peut pas criminaliser à outrance l'ensemble du mouvement social de ce pays. À l'heure où je parle, dans le cadre de la réforme des retraites, criminaliser le mouvement social dans notre pays. 400 militants syndicaux ont été mis en garde à vue hier. Un militant syndical qui a interpellé Éric Zemmour dans une gare en lui faisant part de son mécontentement à l'égard des propos racistes et des postures extrémistes d'Éric Zemmour a été placé en garde à vue alors qu'on aurait, on est quand même dans un pays où la liberté d'expression est irréfragable, fondamentale. Bon, alors moi là, la démocratie le collègue Jumel s'émeut pour certaines personnes. Moi je veux bien qu'on entende tout. Je pense quand même en tout cumulé là entre Sainte-Soline et Lyon-Turin, à la soixantaine de gendarmes qui ont été blessés par des cinglés qui viennent avec des boules de pétanque, qui viennent avec des armes. Personne ne cautionne ça et je ne cautionne pas ça. Dont certains sont fichés S, Sébastien. Je ne cautionne pas ça. Dont certains viennent armés. Voilà. Ben bien sûr. Donc moi je m'émets sur les forces de l'ordre qu'on met face à des gens alors qui vous sont avez des quelle solution écoterroristes. puisque vous dites ça ne sert à rien, c'est un effet d'annonce la dissolution. Mais on les connaît, vous avez ces quelle gens-là. solution? On les connaît ces gens-là. Appliquer l'ordre, appliquer la loi. Et justement, vous parliez, chers collègues, d'état de droit. On les connaît, ils ne sont pas tous arrêtés. Et il doit ne sont primer pas tous, avant tout. Pardon? Ils ne sont pas tous arrêtés parce qu'il faut les arrêter en flagrant délit, parce que c'est pas toujours il faut avoir aussi le courage de les arrêter, on les connaît ces gens-là. Mais vous avez des preuves de ce que vous dites pour arrêter tout le monde? Vous savez, l'état de droit, c'est aussi respecter des procédures. Soyons raisonnables. Vous dites qu'il faut les neutraliser. Comment? Vous mettez un policier derrière chaque militant d'extrême gauche ou de soulèvement de la terre. Oui, ils sont 100 000. Vous mettez un policier derrière les 100 000 militants. Sur le Lyon-Turin, on sait le lieu où ils se trouvent. Oui, heureusement que les forces de l'ordre étaient là. Ils ont opéré des gardes à vue. Oui, et ça a été fait, monsieur. Eh bien, monsieur Bourdin, c'est un débat sans fin, inopérant. Si on considère qu'il y a 100 000 éco-terroristes dans ce pays, on marche sur la lune. Il faut aller voyager avec Thomas Pesquet. Il y a une minorité, une cinquantaine d'agités qu'il faut. Il y en a peut-être plus que ça. Ils sont plus que 100, ils se revendiquent comme étant 100 000 personnes, donc vous pouvez pas. Par exemple, je suis favorable au tracé Lyon-Turin. Je pense que dans ce pays, on manque de lignes de chemin de fer. Il faut développer le fret et que quand on défend l'environnement. C'est la gauche plurielle qui a décidé du projet de Lyon-Turin. Donc j'espère bien que vous êtes d'accord avec ce projet. C'est un projet de gauche. C'est un projet de gauche. Et aujourd'hui, les écolos encouragent le fret ferroviaire. Attendez, c'est Jean-Claude Guesso. Oui, Guesso a inauguré cette ligne et on n'a pas changé de point de vue là-dessus. Mais moi, vous savez, je peux être favorable à un projet et reconnaître à des gens le droit de le critiquer. Oui, mais comment? Ça s'appelle la démocratie. Le droit de le critiquer, oui, mais le droit de le faire dans la violence, non. Le faire dans la non-violence, dans le respect des institutions, dans le respect des forces de l'ordre. Mais je redis
que c'est un leurre, parce que la dissolution d'un mouvement qui n'a pas d'existence juridique est inopérant en droit et est inopérant dans les Vous êtes favorable au Lyon-Turin ou pas Vous êtes favorable parce qu'on vous a pas entendu le Rassemblement national. Les travaux ont commencé, donc comment être défavorable d'une structure qui permet de désengorger un secteur du territoire, qui, je l'espère, créera de l'emploi, et permettra aussi aux gens d'aller et venir et d'aller travailler sur leur territoire. Les travaux ont commencé, donc là on discute du sexe des anges. Moi je voudrais quand même demander au collègue Sébastien Jumel ce qu'il pense des tweets de ses collègues et alliés LFI et écologistes qui, avant chaque manifestation, tweetent désobéissance en tant que député. Vous savez, il y a plusieurs formes de désobéissance. Non, mais le poids de la responsabilité d'un mot, d'un responsable politique quand il appelle, je ne sais pas à l'insurrection, mais à la désobéissance dans toutes ses formes. Dans l'histoire de ce pays, moi je viens de là, de la résistance. De ceux qui, dans le sang et le sang et les larmes de la libération, ont choisi à un moment donné dans l'histoire de ce pays de désobéir. C'était salvateur. De désobéir au régime de Vichy, c'était salvateur. Non, mais je ne donne pas de leçon. Je dis, je viens de là. Et donc, je suis en train de vous dire que quelquefois désobéir, c'est d'être au service du pays. Et donc, un tweet sur la désobéissance n'a, pour moi, ne porte pas de malformation congénitale. Par contre, de le faire dans le respect des institutions, de l'ordre républicain et de la démocratie. Mais moi, je pense que la période que nous venons de traverser signifie une crise démocratique profonde. L'affaiblissement des corps constitués, l'humiliation du Parlement, le fait qu'on nous prive de vote va aboutir... Vous décrivez quel pays? Parce que je ne suis pas certaine que vous décrivez la France, là. Non, je ne suis pas certaine. Oui, je vais vous inviter à aller dans d'autres pays où justement ce régime autoritaire s'applique et vous verrez que vous ne direz pas la même chose. Après, je peux vous laisser discuter tous les deux et puis partir si ça vous dérange. Vous allez avoir la parole. On aime trop le débat. Ne vous inquiétez pas. Alors laissez-moi en placer une dans ce cas-là, si vous aimez trop le débat, monsieur. Vous pouvez rester aimable. Mais Nadia, vous allez pouvoir prendre la parole tout de suite après. Et puis je voudrais, d'ailleurs, j'en profiterai pour avoir votre réaction sur l'agression dont a été victime le maire de Toulouse, justement par des sympathisants des soulèvements de la Terre. C'était hier soir, dès 11h20. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Nadia, vous vouliez la parole, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur les propos de monsieur Jumel. Moi, contrairement à lui, je ne cautionne pas les agissements des nostalgiques des années noires qu'a connu notre pays, c'est-à-dire de la guerre. Parce que quand on utilise des mots de résistance, de s'organiser pour inciter à des actions de désobéissance et donc à des actions violentes, parce que on le voit manifestement qu'à chaque rassemblement, les manifestants, entre guillemets, ne viennent pas. Je suis l'héritier des Jumel, Missak-Manouchian et de ceux qui ont désobéi dans ce pays. Soit on est ici pour débattre et discuter, dans ces cas-là, vous me laissez en placer une. C'est moi l'arbitre. Soit, voilà, je vous laisse parler. Mais là, elle va pouvoir parler. Très bien. Donc, qui viennent manifestement, ces manifestants, entre guillemets, se rassembler, ils sont pas là pour effectuer des actes de mini-désobéissance civile, c'est-à-dire d'occuper une route, ou ils viennent en découdre avec nos forces de l'ordre, ils viennent brûler, ils viennent saccager, ils viennent avec des marteaux, ils viennent avec des machettes. En quoi, monsieur Jumel, ces manifestants défendent une cause juste? Aucune cause, aussi noble soit-elle que celle de l'écologie, collègues de la LFI et des écologistes, cause aussi noble que celle de l'écologie ne justifie un tel degré de violence, un tel degré de saccage des infrastructures, un tel degré d'envahissement d'un espace privé. Vous défendez les agriculteurs, tant mieux, nous aussi, et nous ne pouvons pas laisser passer des actes qui se sont passés près de Nantes où des agriculteurs ont vu leur champ saccagé par ces mêmes manifestations. Un dernier sujet, un dernier mot. Il ne faut pas laisser dire qu'une dissolution d'une association n'entraîne aucune conséquence si toutefois elle était reconstituée par ailleurs. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans un état de droit. Si l'association se reconstitue, c'est 45 000 € d'amende, c'est 3 ans de prison, et il y a aujourd'hui des techniques, des outils qu'elle peut utiliser le ministère de l'Intérieur sur des écoutes, un système d'écoute, sur des captations d'images, y compris dans la sphère privée,
pour neutraliser ces individus. Bien. Il ne faut pas laisser croire qu'il y a une impunité Moi, j'ai- à un dernier reconstituer mot, on prend avant de conscience de changer l'ampleur du sujet. drame. de collectif. Quand le pire est arrivé, quoi. Je rappelle, entre 47 et 61 gendarmes qu'on a envoyés à l'hôpital, c'est formidable. Oui, mais Bien. vous ne pouvez pas, Alors- contrairement à ce que propose l'extrême droite, on ne peut pas arrêter tout le monde sous Madame, sous vous n'avez couvert personne de d'extrême droite en défendre. face de vous. Vous avez un député sous du couvert- Rassemblement national. Sous couvert de on pourra C'est qui discuter, si vous voulez, de ce que l'extrême c'est que droite? l'extrême C'est droite. Je sais pas, c'est à Madame C'est chez Haye de- Zemmour, Bah, vous Non, savez, non, quand je sais on pas, c'est à vous de interdit les définir. binationaux à faire Il y a des partie, définitions très claires qui sont universitaires. on veut Voilà. interdire les binationaux à faire partie de la vie On va parler. publique, Attendez. monsieur. Donc oui, vous êtes d'extrême droite parce que vous défendez les thèses d'extrême droite. Dénoncez-les, rejoignez-nous sur le débat, sur ce Non, combat rejoindre contre le En Marche, racisme non, et merci, contre non. les idées d'extrême droite. Et à ce moment-là, peut-être qu'on reviendra Bien, notre et se faire Un insulter mot, non plus. positionnement. un mot, vous êtes tous les noterez trois C'est pas de députés. l'insulte. Vous noterez que notre ministre éphémère, pour quelqu'un qui n'a pas le droit de parler, parle beaucoup. Éphémère, ben voyons, monsieur Bah, c'est peut-être Jumel. pour ça qu'elle Quand a vous pas ferez été le quart reconnue du dans le tiers de nouveau ce que j'ai casting de fait, vous Macron. pourrez C'est pas très gentil, ça, la donc. ramener sur ce plateau. Éphémère. Oui. Éphémère, vous Que êtes si- une éphémère. Non, pas du tout, parce que s'il avait fait, le quart du tiers de ce que j'ai fait au ministère de la Ville, peut-être qu'on pourrait Alors là, avoir un Et débat peut-être sérieux. seriez-vous resté Mais là, d'ailleurs. Peut-être là- qu'on vous aurait rappelé dans le dernier casting, ce qui n'a pas Bon, été le cas. d'accord. Bon, Ah, allez, vous savez, c'est bah, pas une je vois, fin en soi ça d'être y va ministre. Je ce suis très matin. heureuse d'être députée. Bon, allez, Je pense que attendez, je vois attendez. en vous une certaine frustration, Bon, alors, j'ai ce juste qui n'est pas le mon temps cas. viendra, le J'ai temps une viendra. question Oh, mon à Dieu, vous non. poser. La réponse, je vous demanderai une réponse très courte. Mathilde Panot était aux côtés des manifestants du Lyon-Turin. Des élus, des députés Europe Écologie étaient auprès de ceux qui ont détruit les maraîchages près de Nantes. Est-ce que vous cautionnez, est-ce que ces députés-là étaient à leur place et faudrait-il aller jusqu'à les sanctionner? Je vous pose franchement la Je question. pense que les députés qui ont fait ce choix de ne pas défendre l'état de droit et la notion d'ordre public sont des irresponsables et n'ont pas compris à quoi nous convoquait la responsabilité d'être parlementaire. Voilà. Alors en plus, ils mettent tout le monde dans la difficulté. Intellectuellement, leur démarche, ça veut dire qu'ils ne défendent pas les fondamentaux de la République. Et ils sont irresponsables parce qu'ils mettent en difficulté les forces de l'ordre qui sont censées les protéger et qui dès lors ne peuvent pas faire leur mission Sébastien Jumel, de est-ce sécurité qu'ils doivent publique. être sanctionnés ou du moins rappelés à l'ordre? Je ne sais pas, moi. Moi, je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, il n'y avait pas de parlementaires Communiste, non. communistes à ces manifestations. Compliqué la place. Je ne leur reproche pas cette liberté de l'avoir fait. C'est leur droit fondamental. Un parlementaire peut participer à une manifestation s'il considère que la cause est juste, et je vous invite à leur poser la Même question. violente, même dans l'agression je vous invite, de force de l'ordre. Je vous invite à leur poser la question pour savoir s'ils regrettent. Bien. Bah, Nadia. moi, je trouve que c'est absolument pas leur place. Mais ce qu'on a compris des députés de la NUPES, c'est que s'ils n'avaient pas leur photo à défier les forces de l'ordre, c'est qu'ils n'étaient pas députés de la NUPES. Donc ils ont une certaine image à renvoyer aujourd'hui, c'est celle de défier les forces de l'ordre, défier l'autorité. Et Mathilde Panot, dans ce rôle-là, elle était au niveau, je le trouve, mais elle n'était certainement pas au niveau d'une élue de la République. Et moi, je ne comprends pas comment les écologistes qui poussent, qui nous incitent à aller vers le fret ferroviaire, à aller vers la voie ferrée et désengorger nos routes, et notamment des camions, puissent s'opposer à ce projet qui avait été décidé, encore une fois, par la gauche plurielle, dont les communistes ont fait partie du gouvernement Jospin, les écolos et les socialistes, Et ceux-là dont même faisait aujourd'hui qui partie- critiquent dont même faisait ce partie projet. Jean-Luc Mélenchon. Qui d'ailleurs Alors, a soutenu, qui a répondu à une question Mélenchon, la d'actualité police au tue. gouvernement Oui, Madame pour Panot, elle est raccord justifier avec ce son projet. patron, non Donc, Bon, écoutez. Bon, alors arrêtons, 11h29, on va parler d'autre chose, si vous voulez bien. Oui, si Après la pub, on va passer à toute autre chose. Est-ce qu'il y a eu exploitation politique après l'agression de Bordeaux? Vous allez débattre de ça. Et puis je voudrais débattre aussi, parce que j'ai vu le tweet du Parti communiste sur les recherches de l'équipage du Titan. Et est-ce qu'on consacre beaucoup de moyens pour rechercher l'équipage du Titan et beaucoup moins pour les réfugiés qui meurent en Méditerranée? C'est un débat, certains... Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h33. Allez, toute autre chose maintenant. Un mot quand même? Non, allez, je vais pas. Oui, un mot. Sur l'agression dont a été victime le maire de Toulouse, Moudenc. C'est des sympathisants ultra-gauche et soulèvement de la terre. Moi, je veux bien dire un mot. Inacceptable, condamnable, intolérable. Un maire, ça se respecte. Et on doit protection aux maires, respect des maires, et tout acte de violence
est inacceptable à mes yeux. Et quand on connaît Jean-Luc Moudin, qu'on sait à quel point c'est un maire engagé pour sa ville, à quel point il fait beaucoup pour sa ville, notamment dans les causes aussi écologiques, les causes, l'intervention aussi dans les quartiers les plus pauvres de sa ville. C'est un maire très engagé. Et comme Sébastien Jumel, je dénonce toute forme de violence à l'égard des élus. Les maires, c'est le premier aujourd'hui représentant local de notre République. Il faut les respecter. Non, mais la réalité, c'est que quand on s'en prend à un élu, on s'en prend à la démocratie. Je suis désolé, c'est pas prétentieux que de le dire. Oui. Nous sommes tous, maires, députés et tant d'autres mandats, la manifestation d'une volonté démocratique. Donc encore une fois, c'est l'ultra-violence qu'il faut absolument condamner. Et moi, j'apporte mon soutien à M. Moudin, tout comme à tous les autres élus qui sont pris pour cible. Alors, agression à Bordeaux, la famille des victimes a été indignée par ce qu'elle pense être une récupération politique qui s'est faite sur ce fait divers. Et elle met en cause tout le monde, enfin pas tout le monde, pas trop la gauche, mais Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, récupération politique? Moi, je veux bien dire un mot. Oui. J'ai été maire pendant une dizaine d'années dans la belle ville de Dieppe. Oui. Et l'un des principes qu'on s'applique quand on est maire, c'est quand un drame comme ça arrive, d'abord la compassion à l'égard des victimes, la solidarité concrète à l'égard des victimes, et jamais d'instrumentalisation. D'ailleurs, on ne se grandit jamais en instrumentalisant la misère du monde et la misère des gens. Et puis ensuite, lorsque le drame est passé, on se pose et on tente à froid, de réfléchir, sans polémique, sans instrumentalisation, sans arrière-pensée politicienne, de s'interroger sur ce qui a pu conduire à ce drame et ce qui pourrait permettre de l'éviter. Et donc, moi, je pense que effectivement, une partie de l'extrême droite, du gouvernement a surréagi à ce drame. Et d'ailleurs, quand on surréagit, on n'a pas l'ensemble des éléments d'info, et donc on se vautre dans un mur d'incompréhension et de posture politicienne. Donc voilà, après sur le fond, ce drame, il pose quand même la question fondamentale un malade psychiatrique sur 2 en France n'est pas soigné. La psychiatrie qui est un parent pauvre, 30% des postes sont vacants. Moi, je suis dans une ville où on a mis en place maison des adolescents, un nouveau pavillon de psychiatrie qui s'appelle Simone Veil, une grande femme qui a pris les premières lois sur la psychiatrie, des équipes mobiles d'intervention, mais force est de constater que d'abord les élus de territoire qui se battent pour la psychiatrie sont pas si nombreux que ça, parce que c'est pas hyper valorisant de couper un ruban d'un hôpital psychiatrique. Il y a plus fun pour un élu, mais pourtant c'est vital, parce que la détresse psychologique de nos citoyens, le burn-out, les détresses psychologiques des gens qui sont souvent d'ailleurs qui cumulent de la précarité, impliquent une prise en charge. Et une bonne prise en charge évite que des gens avec des grands troubles se trouvent dans la nature et commettent l'irréparable. Oui, je voudrais rappeler quand même que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ne sont pas tous dangereux. Ne sont pas plus dangereux. Ne sont pas tous dangereux. Et ne sont pas plus dangereux proportionnellement que ceux qui n'en souffrent pas. Mais la personne en question, bien sûr, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Mais quelqu'un qui a des troubles et qui a une rupture de prise en charge peut aboutir à une crise qui commet un drame. Oui, moi, il faut toujours effectivement être très attentif à l'événement, et surtout ne pas surréagir ou réagir sur le coup de l'émotion. Je ne pense pas que notre majorité soit réputée pour faire de la récupération politique. Qu'il y ait eu peut-être quelques erreurs sur le drame, suite au drame d'Annecy, parce que nous l'avons encore tous dans les esprits. Moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé à Annecy, et nous sommes encore sous le coup de cette émotion. Ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est encore une fois une enfant avec sa grand-mère, mais une enfant qui a été aussi visée. Donc il y a eu une réaction peut-être à chaud. C'est une erreur, je pense, parce qu'il faut garder, encore une fois, nos réactions et maîtriser ses émotions face à ce drame. Et quand on met une vidéo en ligne, on floute les visages. Parce que surtout quand il s'agit de mineurs, c'est interdit par la loi. En tout cas, dans ces 2 situations, les maires ont été exemplaires, que ce soit à Annecy ou à Bordeaux. Et on voit bien la différence entre ceux qui ont les mains dans le cambouis et ceux qui ont la tête... Non, il n'y a pas de différence, Sébastien Jumel. On va reprendre
attendez, excusez-moi, juste 2 secondes. On peut pas signer le contrat local de sécurité. Vous allez prendre la parole. Monsieur Jumel, on ne peut pas dire qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre les élus nationaux et les élus locaux face à des drames comme cela. On ne peut pas tenir ce genre de propos. Je note que les maires ont été à la hauteur et qu'ils ne sont jamais dans la posture mais dans la réconciliation. À chaque fois faire un procès de déconnexion. Moi, je vous rappelle juste que Gérald Darmanin a été maire de Tourcoing. Il est élu local, il est élu départemental. Vous ne pouvez pas lui faire ce procès-là de ne pas savoir. Oui, parce que il a été question. Non, mais parce que attendez, Monsieur Jumel, on voit comment vous procédez. Monsieur Bourdin a évoqué Gérald Darmanin sur la récupération aussi politique entre guillemets. Voilà, c'est la famille. Et vous vous dites qu'il y a une déconnexion. Vous êtes dans une agressivité qui masque mal votre fébrilité. Ce n'est absolument pas une agressivité, Monsieur Jumel, c'est une contradiction si vous le percevez comme ça. Non, mais juste, vous faites donc ce lien direct entre la déconnexion, le procès de déconnexion que vous faites à notre majorité et les élus locaux. Vous ne pouvez pas faire ce procès à Gérald Darmanin. Et s'il y a eu des maladresses qui ont été faites, sachez que ce n'est pas dans nos habitudes de la majorité. Là, nous sommes encore sous le coup de l'émotion d'Annecy. Et à Bordeaux, c'est encore une enfant qui a été prise à partie. Emmanuel Taché de la Pagerie. Oui, alors je vais paraître cynique, mais moi, le coup de l'émotion, j'en ai assez. Dans ce pays, on égorge. Vous êtes des spécialistes pourtant. Oui, non, mais dans ce pays, on égorge, on agresse gratuitement. 44 agressions gratuites par seconde. C'est faux. Non, c'est pas faux. Mais bien sûr. Ce sont les chiffres de l'intérieur. Mais non, le chiffre est complètement faux. Tous les jours, mais doit-on en fait s'habituer à une société? On va pas ouvrir ce débat. Mais je vous dis que le chiffre est faux. Puisque le problème, il est global, à une société et à son ensauvagement. Est-ce que tout à l'heure, nous parlions d'état de droit? On doit s'habituer à une violence absolument gratuite. J'allais dire là, en l'occurrence, celle de Bordeaux, elle est due à visiblement une personne qui a des problèmes psychiatriques. Mais doit-on s'habituer à la multiplication constante? Est-ce que ces images doivent émailler la rétine de nos concitoyens français en permanence et qu'en permanence, au lieu de rentrer dans l'action, on nous fait le coup de l'émotion? Alors moi, je veux bien qu'on se donne toutes les raisons du monde de réfléchir, parce que tout est explicable et tout doit être réfléchi. Mais il y a un moment qu'on se donne les moyens. Tout à l'heure, le collègue Jumel disait que les maires avaient été visiblement très responsables. Je trouve. On a assisté à une compétition. Non, mais je trouve que les maires sont souvent à la hauteur parce que les maires sont soucieux de réconcilier leur commune avec le maire de Bordeaux ait refusé de signer le contrat de sécurité locale. Il vient de l'accepter. Mais vous avez raison. Parce qu'il a fallu il a longtemps refusé, mais c'est vrai. Parce qu'il a fallu. C'est vrai. Moi je dis c'est vrai. Donc on réagit a posteriori. J'ai pas d'éléments là-dessus, mais moi je. C'est vrai. Il vient de signer. Pourquoi l'a-t-il signé, à votre avis? J'ai pas d'éléments là-dessus, mais j'ai été... Une vieille dame de 73 ans et une jeune gamine ont été violentées. Chers collègues, j'ai négocié, moi, des contrats locaux de sécurité. J'ai même... Alors, il faut expliquer ce qu'est un contrat de sécurité locale. Un contrat local de sécurité. Ça met en relation la commune et les forces de l'ordre. Et le parquet. Et les clubs de prévention. Et la police municipale. Tous les acteurs locaux. L'ensemble des acteurs locaux autour d'un objectif simple, la prévention de la délinquance et la réponse de sécurité. Et moi, j'en ai signé 2 dans ma commune, mais quelquefois il y a un bras de fer avec l'État pour obtenir des moyens afférents. C'est pas le cas à Bordeaux, Monsieur Jumel. Donc je ne connais pas la situation de Bordeaux. Ce n'est pas le cas à Bordeaux. Je peux vous dire que les moyens de l'État sont renforcés. Je ne vais pas défendre le gouvernement, mais je crois que ça fait partie des mairies qu'on a tendu la main. J'explique qu'un maire, lorsqu'il signe un contrat local de sécurité, il pose des moyens mobilisés par sa commune et il entend que l'État mette des moyens correspondants. Peut-être qu'à Bordeaux c'était le cas. Oui. Et que le maire a été dans une posture et qu'il a fallu un maire qui réagisse. Mais je ne suis pas sûr qu'un contrat local de sécurité aurait empêché un malade psychiatrique de commettre un acte. C'est pour ça qu'il faut pas faire. C'est sécurité publique en revanche. Chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Encore 2 sujets sur l'actualité. Le premier qui fait un peu consensus, permis à 17 ans. On va en parler justement. On va avoir des précisions sur ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier, dans un instant, avec le délégué général à la jeunesse. Après vous, après les infos de midi, mais permis à 17 ans, c'est une bonne mesure?
Excellente mesure. Moi, si c'est le gouvernement qui a décidé. Non, même pas. À titre personnel, j'aurais rêvé d'avoir une mesure parce qu'elle s'accompagne de quoi, Jean-Jacques Bourdin? Elle s'accompagne d'une aide de 500 € pour les étudiants, ou enfin les jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. Je peux vous dire que s'il y avait eu cette aide-là, c'est pas pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. C'est pour les jeunes qui sont en lycée professionnel et qui n'ont pas les moyens. Qui sont en lycée professionnel et qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. Je précise. Parce qu'il faut toujours c'est vrai, je suis pas allée au bout des lycéens professionnels qui, d'ailleurs, sont en stage, sont dans des périodes d'apprentissage, et donc la voiture, elle est fortement appréciée. Un grand oui. Mais moi, j'ai une môme de 15 ans qui rêve de passer le permis le plus vite possible. Et donc, c'est important. Puis dans les territoires de vie comme les miens, dans la ruralité, où les transports en commun ne sont pas à la hauteur, où les trains de vie ont été supprimés, le seul moyen de mobilité, c'est la voiture. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, on n'a pas toujours les moyens de rouler en Tesla, et les ZFE sont aussi un frein à la mobilité. Donc, aider les mômes... contre les ZFE? Oui, celle de la métropole de Rouen est technocratique et déconnectée. Vous n'allez pas faire plaisir à vos amis écologistes. Non, mais si, parce que je pense que l'écologie, lorsqu'elle est punitive, elle n'est pas bonne. Mais je reviens sur le permis. Je reviens sur le permis. C'est une bonne chose. La question des moyens financiers est posée notamment pour les milieux populaires, et 500 €, ça ne couvre pas évidemment l'entièreté du coût du permis, mais cette mesure va dans le bon sens. Il ne faut pas être critique pour être critique, mais par contre, elle ne retire en rien le fait que, en matière de politique de la jeunesse, le gouvernement est aux abonnés absents. Bien. Alors là, bon, je crois effectivement c'est quand même assez fort de que le gouvernement pourrait avoir plus d'ambition pour notre jeunesse française. Ça, il n'y a pas que le permis. Il n'y a pas que le permis à 17 ans. Il y a d'autres. Là, je suis sur le permis. Le permis à 17 ans, en l'occurrence, c'est une. Vous avez déjà été jeune dans votre vie, parce que moi, vraiment, je me pose la question. Moi, je l'ai été, et j'étais une jeune des quartiers populaires, de milieux plutôt pauvres. Et je peux vous dire que si j'avais eu tout ce que met en place le gouvernement quand j'étais étudiante, quand je vivais dans ma ville de Trappes, je peux vous dire que j'aurais été j'aurais eu un autre parcours, moins semé d'embûches certainement, et beaucoup plus de chances de réussir, moins d'assignations à résidence. Donc là-dessus, on ne va pas être d'accord, c'est une certitude. Mais je me demande vraiment si vous avez été jeune dans votre vie. Alors, en tout cas, on n'est pas dans le luxe de calmer la volupté. Pour répondre à Madame Hay, mais très rapidement, je suis né à Montreuil, j'ai grandi en banlieue parisienne. Alors vous devrez savoir la différence. Et j'ai été charge de famille à l'âge de 17 ans. Alors vous devriez pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas vous que j'attaque personnellement, c'est une question que je vous ai posée. Donc le permis à 17 ans est une très bonne chose. Juste parce que je respecte son parcours. Juste qu'il me dise, il va vous dire que le permis à 17 ans est une bonne chose. Mais pas que le permis, il a dit qu'on n'avait pas de politique pour la jeunesse. L'agressivité de Madame la ministre. C'est pas une agressivité. Alors dès qu'on vous contredit, on apporte la contradiction, on est agressif. Macron ne vous a pas rappelé au gouvernement, en fait. Je suis Monsieur Bourdin. Je suis saoulé par ton agressivité. Ça masque mal la fébrilité de la majorité. Emmanuel Sachet de la Pagerie. Alors, sur le permis à 17 ans. Beaucoup de mots inutiles prononcés. Alors, un mot sur le permis à 17 ans. Non, c'est une bonne mesure. Alors, moi, j'espère que ce ne sera pas un effet d'annonce supplémentaire. C'est pas un effet d'annonce, c'est ce que c'est décidé. Monsieur Bourdin, sujet, verbe, complément. J'espère que ce ne sera pas un sujet d'annonce supplémentaire. J'espère que les moyens y sont, concernant notamment les inspecteurs. J'espère que les délais pour pouvoir passer le permis seront accélérés. J'espère que vous là avez vu encore, que les agents du service public vont pouvoir faire passer le permis. Vous avez vu ça? Oui, c'est très bien. Dans quel délai? C'est juste des questions. Des efforts qui sont. Moi, je salue cette mesure. D'ailleurs, on ne s'y est absolument pas opposé. Je trouve, moi, étant élu d'un territoire rural, que les jeunes ont besoin, notamment les apprentis, de pouvoir circuler, et certainement plus tôt que les autres. Donc je crois qu'on est tous d'accord, au-delà des gentils mots qui ont été prononcés. C'est rare pour dire que c'est une bonne mesure, tous d'accord. Mais gardons-nous de l'effet d'annonce. J'ai une dernière remarque. Une dernière remarque, vous allez me dire ce que vous en pensez. Certains se sont émus. C'est vrai que de gros moyens sont déployés pour sauver l'équipage du Titan, ce petit sous-marin de 6,50 m qui est allé explorer l'épave du Titanic, à bord 5 personnes, dont un Français. Et en faisant la comparaison avec ce qui s'est passé en Méditerranée, 600 personnes mortes en Méditerranée, des migrants, opération de sauvetage, traitement médiatique. Certains pensent qu'on a consacré plus de temps et plus d'efforts à sauver 5 personnes dans le Titan que des centaines de réfugiés en Méditerranée. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que comparaison de comparaison. Moi, je viens d'une ville portuaire. Oui.
ou les pêcheurs, ou les bénévoles de la SNSM, lorsqu'ils sont au secours d'une vie, ne s'intéressent pas aux conditions sociales de ceux qu'on sauve. Une vie n'a pas de prix, quel que soit d'où on vient, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la richesse ou la pauvreté qu'on a. Une personne qui risque sa vie en mer, on la sauve. Oui, mais là, et là, le traitement, vous avez raison de dire que le traitement... Moi, je pose la question, le traitement médiatique de quelques bourgeois qui font du tourisme sous la mer paraît disproportionné au regard des drames de mer qui se passent et des drames d'humanité qu'on constate avec les migrants qui perdent la vie à cause d'esclaves, de marchands. Vous ne répondez pas tellement à ma question. Non, mais je vous dis qu'il y a un traitement inapproprié, inégal, et que les moyens de secours développés semblent disproportionnés au regard de ce qu'on... Traitement inégal, donc. Une vie n'a pas de prix, et une vie ne se compare pas. Et toutes les traitement inégal? Moi, contrairement à Monsieur Jumel, je pense que la vie humaine est sacrée, vous savez, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit français ou étranger. Je viens exactement de dire la même chose. Donc elle est sacrée. Vous êtes en train d'essayer d'inventer des désaccords ce matin qui sont peut-être que vous n'élevez pas la voix, mais vous n'en êtes pas moins irrespectueux, Monsieur Jumel. La SNSM, les marins pêcheurs, quand ils sauvent une vie, ils ne s'intéressent pas aux conditions de la personne. Alors, très bien. Donc si je peux poursuivre, c'est que la vie humaine, elle est sacrée, qu'on soit riche ou pauvre, français ou étranger, et qu'on ne trie pas dans le sauvetage de la vie humaine. Pour la vie humaine, quel qu'il soit, la personne à secourir. Et vous faites la différence entre le sauvetage en mer des migrants et le sauvetage en mer de ce sous-marin, où effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes catégories socio-professionnelles ou sociales dans ces embarcations, mais il n'en reste pas moins que le travail notamment de sauvetage de l'Ocean Viking, c'est aussi un sauvetage qui a été fait particulièrement par la France. Je pose une question complémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déshumanisation des réfugiés qui ne sont plus que des chiffres, qui ne seraient plus que des chiffres? Mais alors pour certains les voient comme des chiffres, moi à chaque vie perdue c'est un drame. C'est un drame qui doit tous nous toucher. Et c'est pourquoi nous souhaitons lutter contre ces trafics d'êtres humains, parce que c'est exactement ça dont il s'agit quand on parle de réseaux de passeurs et des embarcations qui conduisent à des pertes humaines en mer. Il faut remettre votre question au milieu du plateau. Vous parliez, c'est ça, du surtraitement de cette information. Non, je pose la question. Je ne parle pas de surtraitement. Traitement différent ou pas, selon vous? Est-ce que toutes les vies ont la même valeur ou pas quand on regarde effectivement les chaînes infos ou quand on regarde les efforts déployés d'un côté pour sauver 5 explorateurs qui ont payé 250 000 € chacun et pour sauver 600 personnes dont des enfants au cœur de la Méditerranée? Est-ce qu'on consacre les mêmes efforts médiatiques ou autres? Je pose la question. Et puis je pose la question de la déshumanisation des réfugiés qui ne sont plus que des chiffres. Oui ou non? Il faut rappeler que... Je ne m'engage pas, je vous pose la question. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut rappeler qu'une vie humaine n'a pas de prix, que toutes les vies humaines, toutes les personnes qui respirent et dont le cœur batte se valent, et que, effectivement, les drames sont aussi évitables en Méditerranée. On assiste à des gens qui font de la traite d'êtres humains sous couvert de leur sauver la vie, alors que c'est eux, je suis désolé, qui les précipitent dans les fonds. C'est dramatique ce qui est arrivé au large de la Grèce. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est dramatique de leur montrer le chemin, j'allais dire, du suicide. Maintenant, sur le traitement de ce petit sous-marin, c'est dramatique aussi, certainement, si ces personnes ne respirent plus sous les océans. Mais effectivement, on déshumanise tout en rendant une information qui est égale à l'autre. Là, on parle de personnes qui ont peut-être péri, j'en suis désolé pour eux et leurs familles, sur un temps de loisir. On ne parle pas de gens qui ont été jetés sur des chemins d'exil, et ces chemins d'exil les ont menés à périr en mer dans des conditions qui sont dramatiques. Toutes les vies humaines se valent. Mais c'est assez contradictoire avec ce que dit votre présidente de groupe du Rassemblement National, Marine Le Pen. Moi, je suis raccord parce avec que si ça tenait qu'à elle, l'Ocean Viking n'aurait jamais accosté sur les... Non, il aurait été renvoyé sur les côtes, d'où il venait. Il n'aurait jamais été accosté. Il n'aurait jamais accosté en France. Il serait retourné
serait retourné de là où il venait. Conditions climatiques qui auraient conduit certainement au même destin que le bateau, l'embarcation et les centaines de morts. On va morts entrer dans le débat sur l'immigration. Moi, chaque année à Dieppe, je me retrouve à la chapelle de Bonsecours. On en parle de vies humaines là. Justement, c'est pourquoi je vous rappelle à ça. D'ailleurs, c'est moi qui ai parlé de vies humaines parce que pour vous, pour le Rassemblement national, désolé de vous le dire, elles ne se valent pas. Merci à vous tous. On s'arrête là. Une vie perdue en mer, c'est une déchirure d'humanité. Et c'est une vie perdue de trop. 11h57. Et toutes les vies se valent. Merci d'être venus nous voir tous les trois. Merci, j'espère que vous reviendrez. Mais c'est un peu... Ah, bah voilà. Bon, ben moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous le savez d'ailleurs, je vous le dis, les auditeurs adorent. Et tous les jeudis adorent ce moment, cette heure de débat entre des élus. C'est normal, c'est bien, parce qu'on fait entendre... C'est différent de l'Assemblée nationale, c'est autre chose, mais bon, des sénateurs, des députés qui sont là avec nous. Je vous en remercie parce que l'essentiel, on est souvent d'accord. Voilà. Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Hier, Elisabeth Borne a présenté plusieurs mesures en faveur de la jeunesse à l'issue d'un conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Nous allons détailler un peu toutes les mesures avec notre invité Mathieu Maucourt, qui est délégué interministériel à la jeunesse, justement, qui va... j'ai plein de questions à lui poser, plein de questions précises sur les mesures annoncées hier. Je crois savoir que d'autres mesures seront annoncées à l'automne, peut-être en septembre, nous allons voir cela. C'est bien ça? Tout à fait. D'abord, je vous dis bonjour, Mathieu. Et bonjour, Jean-Jacques. C'est vrai qu'il y aura d'autres mesures à l'automne. Absolument, on annonce des premières mesures cette semaine et il y aura une suite logique à l'automne. Bon, on va essayer d'entrer dans les détails parce que ça concerne, c'est concret, c'est très concret, ça concerne beaucoup de jeunes, les parents aussi, les amis, enfin vous allez pouvoir tout savoir dans quelques instants grâce à Mathieu Maucourt, je le rappelle, délégué interministériel à la jeunesse. On va observer une petite pause. Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12, nous sommes donc avec Mathieu Maucourt qui est délégué interministériel à la jeunesse. Mathieu Maucourt, regardons ensemble les mesures annoncées, les premières mesures annoncées par Elisabeth Borne. Alors, on va commencer évidemment par le permis de conduire. 17 ans, donc, à partir de quand? À partir de janvier 2024. Voilà. C'est une mesure qui était très importante. Si j'ai 17 ans, le 1er janvier 2024, je peux passer mon permis. Vous pouvez non seulement passer votre permis, mais ensuite pouvoir conduire. Et je peux conduire. Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà passer votre permis. En conduite accompagnée. Exactement, mais vous pouvez conduire seul seulement à partir de 18 ans. Voilà. C'est ça la grosse évolution. Donc je conduis seul dès que j'ai mon permis à partir de 17 ans. Exactement. Ça, c'est la première chose. Bien, mais ça coûte cher. J'ai vu que vous allez aider les lycéens professionnels. Une aide de 500 €? Exactement. On va appliquer aux lycéens professionnels la même chose que ce qu'on fait pour les apprentis aujourd'hui, parce que les lycéens professionnels, ils ont des stages dans leur cursus, et souvent pour trouver leur stage, ils ont besoin de moyens de locomotion. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était parfois une galère, parce qu'ils n'avaient pas d'accès à une voiture pour pouvoir s'y rendre, et que parfois ils étaient obligés de refuser des stages qu'ils auraient aimé faire. Et donc comme pour les apprentis, qui ont aussi besoin de se déplacer du fait de leur formation, on va leur appliquer, à partir de 2024, une aide de 500 €. Alors 500 €, ça ne couvre pas le coût du permis, on est bien d'accord, parce que c'est entre 1500 et 2000 €, le coût du permis. Absolument. Mais bon, c'est une aide. C'est une aide quand même très substantielle et une belle nouvelle pour les 600 000 élèves de lycée professionnel. Bon, je regarde. Le code de la route sera amélioré, rendu plus lisible. C'est-à-dire, expliquez-moi là, parce que j'ai besoin d'explications. Le code de la route, vous savez, on a tous eu soit des expériences nous-mêmes, soit des expériences chez nos enfants et autres. Il est parfois pas forcément très lisible pour l'examen du code de la route. Et il y a tout un travail qui a été fait ces derniers mois par la délégation interministérielle à la sécurité routière pour rendre plus lisibles les questions. Bon, alors, concrètement? Concrètement, par exemple, quand vous avez des questions à choix multiples, parfois vous ne saviez pas si vous deviez répondre à cocher une case, 2 cases, 3 cases. Là, on va vous dire très clairement, on attend une seule réponse, ou on attend 2 réponses, ou on attend 3 réponses. Ça va être simplifié. Exactement. Mais par contre, le niveau d'exigence du code, lui, ne change pas. Et même, on va le renforcer, puisqu'aujourd'hui, vous avez des attestations de sécurité routière qui sont passées au collège, en 5e et en 3e, qui vont être rendues plus exigeantes dans une forme de pré-code. Qui sera un examen, quoi.
Presque un examen au collège, examen de conduite au collège. C'est déjà le cas. De connaissance du code. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est une certification. Simplement, on va la rendre un peu plus exigeante et ça va profiter à la fois aux jeunes automobilistes et aussi à ceux qui font du vélo, du scooter, collège, etc. Il va falloir trouver un peu de place dans les programmes. Hein, mais ça existe déjà. Le temps horaire, il existe déjà. Encore une fois, on va juste renforcer l'exigence de... Quand on ne rogne pas sur ce temps horaire, hein, il existe dans les faits, mais... Enfin, dans les faits, dans les textes. Dans les faits, c'est autre chose. Certification écolo à la fin du collège, ça j'ai pas compris, c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est une demande très récurrente des jeunes, parce que toutes ces propositions, c'est important de le rappeler, elles ont été construites avec une centaine de jeunes qui ont passé des heures au carré. Conseil national de la refondation, 500 jeunes. Je le dis parce que je leur rends hommage, parce qu'ils ont passé vraiment un temps énorme et ils se sont pas contentés d'énoncer en une ligne des propositions. Ils ont bossé avec l'administration, ils ont bossé avec des cabinets, ils ont bossé avec les entreprises, ils ont bossé avec les associations. Voilà, juste en point de précision. Pourquoi est-ce qu'on veut que en fait tous les élèves à la fin du collège aient un socle commun de connaissances vertes? Savoir s'alimenter correctement, trier ses déchets, comprendre le changement climatique, protéger la biodiversité. Et on va du coup développer une évaluation qui va probablement prendre une forme plutôt en ligne, qui est un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui sur les compétences numériques. C'est déjà le cas à la fin du collège. Vous avez une certification, une évaluation qui s'appelle PIX et qui vous permet, en suivant des petits modules en ligne et à la fin une petite évaluation, de vous assurer que vous savez vous en sortir. Alors on va être encore dans le monde plus concret. numérique. Je suis collégien. Oui. Hein, je vais à la fin de la 3e, c'est ça? Fin de 4e ou fin de 3e? C'est pas encore défini. On va préciser ça. Bien. Fin de 4e ou fin de 3e, je passerai un petit examen en ligne. C'est ça? Exactement, ça prend la forme... Je répondrai à quelques questions. Ça prend la forme de quiz, ça prend la forme de petits modules en ligne. Il y a le CNED qui a lancé il n'y a pas longtemps... Je serai noté ou pas? Comment ça va se passer? Oui, il faut valider, il faut répondre à suffisamment de bonnes questions. C'est comme un quiz normal. J'aurai une certification, un genre de certificat écologique. Voilà, exactement. C'est une évaluation et on vous dit c'est bon, vous maîtrisez suffisamment de connaissances. Eh ben, si c'est pas bon, vous le repassez. C'est pas grave. Et puis on retravaille avec vous. L'objectif, c'est vraiment. Ça m'empêche pas de passer dans la classe supérieure. On précisera ça, mais vraiment l'objectif, c'est pas de rajouter. Attendez, on précisera ça. Mais moi, j'aime bien les précisions. On précisera ça. Ça pourrait empêcher de passer dans la classe supérieure? On va le préciser avec les jeunes et le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pensez que ça va... C'est un examen qui va être finalement important? Bien sûr que c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, non, vous voyez, mais il faut des précisions. Moi, j'aime bien. Mais c'est normal. Donc, c'est normal. C'est une auto-évaluation qu'on va faire. Mais donc, on va évoluer, mais si jamais je ne sais pas, je risque de redoubler. Non, on va vous aider à la repasser et à la repasser dans des bonnes conditions. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le numérique. Non, ça ne sera pas une sanction. Et on va le construire avec les jeunes pour que ce soit quelque chose du plus ludique possible. L'écologie, ça ne doit pas être quelque chose de traumatisant, au contraire. Voilà. Mais on va le construire avec les jeunes, bon de développer tranquillement pendant l'année prochaine, et on va prendre le temps de le faire comme il faut. On en saura plus quand là sur cette. On en saura plus dans quelques mois, mais vous me réinviterez, puis je vous donnerai dans quelques mois. Oui, non, mais moi oui, parce qu'on a besoin de précision. Bon, réforme de l'enseignement moral et civique. On connaît cette matière, le MC. Oui, MC qui est parce que là encore, c'est une matière qui est souvent sacrifiée. On le sait, malheureusement. À tort, parce que c'est une matière importante. Enseignement moral et civique. Une matière importante. Vous allez renforcer l'enseignement de cette matière. Oui. Comment? Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a annoncé ce matin qu'à partir de la rentrée 2024, donc de septembre 2024, on allait doubler le nombre d'heures qui sont consacrées à l'enseignement moral et civique en 5e, 4e et 3e. 5e, 4e et 3e, deux fois plus. Exactement. Ça veut dire qu'on passe d'une demi-heure par semaine à une heure par semaine. Pourquoi on renforce ça? Parce que c'est très important sur tous les enjeux d'apprentissage du vote et des valeurs de la République. Donc on alourdit encore un peu plus le temps scolaire. Quoi. Alors, il y a non, ce ne sera pas un alourdissement du temps scolaire. On est déjà les champions du monde, d'ailleurs je vais vous interroger là-dessus, on est déjà les champions du monde de la charge scolaire. Mais vous l'avez dit vous-même, Jean-Jacques Bourdin, c'est très important, l'enseignement moral et oui, civique. Oui, c'est très important. Donc je pense qu'on peut se réjouir qu'on renforce ça. Et surtout, la demande des jeunes, c'était d'avoir davantage de temps sur l'éducation aux médias. Je ne le dis pas parce que je suis à la radio ça, ce midi. Vous avez raison. Mais leur demande, c'était vraiment
de savoir mieux maîtriser les outils numériques, les différentes informations, distinguer le vrai du faux et surtout être mis en situation eux-mêmes de produire parfois des informations, de se rendre compte de la difficulté d'avoir des informations vérifiées, contre-vérifiées. Et c'est notamment à ça que va servir cette refonte de l'enseignement moral et civique, encore une fois, pour la rentrée 2024. Éducation aux médias, ça c'est essentiel. Hein. Vous allez apprendre aux jeunes à s'intéresser aux faits avant de passer directement aux commentaires, ce qui devient insupportable, et à l'opinion. Hein, les faits avant l'opinion. Vous allez leur expliquer pourquoi. Oui, et puis je pense qu'ils vont le faire aussi eux-mêmes. Oui. Je pense que les jeunes, ils peuvent aussi se l'expliquer entre eux. C'est ça qui est intéressant et qu'on va discuter avec eux, puisque ça, encore une fois, on va le construire avec eux. Bon, dites-moi, non mais je parle de la charge là, c'est une petite parenthèse que je fais. Vous avez vu qu'il y a des propositions, est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires, est-ce qu'elles sont trop longues en France? Est-ce que le rythme de l'enfant, le rythme scolaire est mauvais en France? Il y a des débats qui sont récurrents sur le sujet. C'est un bon débat. Ouais, c'est un vrai débat. C'est plus qu'un bon. C'est un débat nécessaire et même absolument indispensable. Absolument. Alors là, c'est pas remonté comme proposition prioritaire dans les propositions des jeunes qu'on travaille. Donc moi, je suis un peu leur porte-voix ce matin. En revanche, est-ce que ça doit être étudié pour la suite? Évidemment qu'il faut toujours se poser la question. Je vous dis ça parce que on a le nombre de jours scolaires le plus faible d'Europe, l'un des plus faibles d'Europe, et les horaires par journée d'école les plus lourdes d'Europe, parmi les plus lourdes d'Europe. Donc il y a un problème quand même. C'est-à-dire que les enfants, vous mettez une demi-heure de plus de MC, c'est-à-dire que les enfants sont surchargés à l'école. Vous savez ce que je pense là-dessus, Jean-Yves, je vous donne une opinion qui est vraiment très personnelle. Allez-y. Ce que ça dit, surtout, au-delà du débat sur les rythmes scolaires, sur lequel, encore une fois, toutes les autorités politiques pourront s'exprimer mieux que moi sur le sujet, ce que ça dit surtout, c'est que on a une société qui, souvent, n'est pas construite en fonction des rythmes des jeunes de manière générale. Et le rythme de l'enfant, le rythme de l'école, il est plutôt contraint par nos contraintes d'adultes de manière globale. Mais de manière globale, mais dans tous les pays. De manière globale, les parents, les enseignants, le tourisme. Et donc c'est un beau débat à avoir, mais encore une fois, c'est pas ce que je suis venu vous présenter ce midi, parce que c'est pas une proposition qui a été portée par... Non, mais je suis d'accord, mais la parenthèse est intéressante quand même. Le débat sera engagé par le gouvernement ou pas? Je ne sais pas vous répondre à cette question. D'accord, vous ne savez pas. Non. Bon, vous n'êtes pas... Même si vous saviez, vous ne me diriez pas d'ailleurs. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Alors, des avantages pour les jeunes engagés. Tout jeune de 18 à 20 ans engagé dans un service civique, le service national universel ou un contrat d'engagement jeune pourra bénéficier d'un pass lui permettant de voyager gratuitement en train pendant un mois. TGV, Intercité, trains régionaux, on verra. Mais... Oui, absolument. C'est un pass qui sera disponible entre 18 et 20 ans. C'est un peu la logique du pass culture qui existe aujourd'hui. Vous savez, cette aide de 300 € qui vous permet d'accéder à des contenus culturels. Là, on fait un peu la même chose sur le sujet du train. Pourquoi on l'a fait? Parce que on se rend compte, et moi j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer ces dernières semaines, quand vous parlez à des élèves de lycée professionnel à Hénin-Beaumont, quand vous parlez à des jeunes des quartiers nord à Marseille, quand vous parlez à des jeunes de zones plus rurales, c'est assez fréquent que 1 sur 2, 2 sur 3 vous disent « je ne suis jamais sorti de ma région ». Et ça, c'est quelque chose qui pose problème, évidemment, parce que ça peut être un frein à l'émancipation individuelle, et c'est un frein à la compréhension collective. Et il y a Jean Viard, que j'aime beaucoup, qui a cette expression souvent, qui est « la France est le premier livre que l'on doit découvrir ». Et on croit beaucoup à cela, et le train est la bonne manière de le faire, et puis en plus, ça répond à une aspiration des jeunes à du train accessible, évidemment. Donc si on s'engage... on a des avantages. Exactement. C'est ça, hein, c'est l'idée. Alors, attention, il y a aussi ceux qui s'engagent autrement. Hein, on est bien d'accord. Par exemple, qui ont un contrat d'engagement jeune ou qui sont dans une école de la deuxième chance ou en établissement pour l'insertion dans l'emploi. Alors pour tous ces jeunes-là qui sont engagés et qui ne sont pas étudiants. Voilà. Je vous prends, vous avez cité les élèves, les jeunes en contrat d'engagement jeune, donc qui sont accompagnés pour trouver un emploi. Ils sont nombreux, ils sont plus de 300 000 chaque année aujourd'hui. Les jeunes en service civique, qui sont plus de 100 000 chaque année aujourd'hui. Les jeunes en école de la deuxième chance, vous savez, ces écoles qui permettent de se réinsérer quand on a connu des difficultés. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est qu'ils nous ont dit parfois on a été étudiant avant, et quand on était étudiant, on avait une carte, la carte étudiante, qui nous donne accès
accès à pas mal de réductions chez les entreprises. C'est des réductions alimentaires, c'est des réductions mais pour ça a disparu. Non, ça existe encore pour les étudiants. Encore, mais ce que nous pour certains. Ce que nous ont dit ces jeunes, c'est on n'est plus étudiant ou on n'est pas étudiant, mais par contre on compte quand même. Oui. Pourquoi on n'a pas accès nous aussi à des réductions? Bien sûr. Et donc on a fait un gros boulot ces dernières semaines pour aller voir des entreprises qui jouent le jeu. Et il y en a une quinzaine qui s'engagent dès l'automne prochain pouvoir proposer des réductions. Par exemple pour du matériel informatique chez Boulanger ou Bricommerce, pour de l'accès à du streaming musical avec Deezer, pour de l'accès à des bus avec Flixbus, etc., etc. Et donc on va offrir cette carte à tous ces jeunes-là, donc plus de 500 000 jeunes qui sont concernés à partir de l'automne prochain. Et c'est une vraie avancée, c'est entre guillemets, c'est du concret, et ça on aime bien. Dites-moi, l'échange de billets de train France-Allemagne, est-ce qu'on ne pourrait pas le généraliser à toute l'Europe? Non, enfin, je dis toujours tout vouloir généraliser. C'est la beauté de la politique. On veut toujours aller plus loin. C'est encore mieux. Déjà, réjouissons-nous qu'il y ait 60 000 billets de train franco-allemands qui a été mis à disposition il y a quelques jours. Vous avez vu que ça a été rempli en quelques minutes. Ça montre l'appétence des jeunes pour ce genre de formule. Avec le passe-train entre 18 et 20 ans, on va encore plus loin. Est-ce qu'il faudra aller encore plus loin plus tard? Peut-être, mais déjà, chaque chose en son temps. C'est déjà super, la France qui a annoncé. Augmentation des bourses pour les étudiants d'outre-mer? Oui, c'était important. Vous savez, à la fin du mois de mars dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, a eu l'occasion de présenter une réforme des bourses assez inédite depuis 15 ans, avec une revalorisation de 37 € mensuels pour tous les étudiants à partir de la rentrée 2023-2024. Et pour les étudiants boursiers, non seulement ce sera au moins 37 €, mais en plus on rajoute 30 €. Donc ce sera au moins 67 € de plus tous les mois pour les étudiants boursiers en Outre-mer, parce que le coût de la vie là-bas est plus élevé et que c'était important de faire ce geste-là. 50 secondes. Il nous reste 50 secondes, Mathieu Maucourt. Il nous reste 50 secondes. Des mesures ont été annoncées, d'autres le seront, on est bien d'accord, à l'automne? Absolument, à l'automne, on continue le travail. Et lesquelles? Qui concerneront quel domaine? Rendez-vous à l'automne prochain. Non, ça vous pouvez pas me répondre comme ça, mais quel domaine? On va continuer à travailler sur l'écologie. Les jeunes ont envie d'être accompagnés dans leur parcours écologique. Comment je fais pour réduire mon empreinte carbone? C'est quoi les aides qui existent? C'est quoi les conseils qui sont disponibles? On va probablement avoir quelque chose dans cette direction-là. Des mesures concernant les jeunes et l'écologie. Et par exemple. Oui. Voilà. C'est-à-dire typiquement, ce que je viens de vous décrire, c'est cette idée d'avoir une forme de coach, d'accompagnateur qui vous accompagne dans votre parcours de réduction de votre empreinte carbone. On a envie d'agir quand on est jeune sur l'écologie. C'est obligatoire ou volontaire? Non, du tout obligatoire. Là, pour le coup, c'est vraiment une aide qu'on veut fournir. On verra bien. Et c'est encore une fois une proposition des jeunes. Et on va continuer à construire tout ça avec eux. Mais on sera attentif. Merci Mathieu Maucourt, merci beaucoup. Vous êtes sur Sud Radio, merci de nous avoir suivis. André Berkoff. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Mais peut-on trouver des pastèques sans pépins à prix coûtant à seulement 2,19 € la pièce? Dans les magasins absolument, il y a des pastèques à prix coûtant et à seulement 2,19 € la pièce. Oh, j'ai bu plein de café pour être sûr d'être réveillé pour l'ouverture du magasin, dis donc. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 22 au 24 juin dans vos magasins les pastèques sans pépins à prix coûtant sont à seulement 2,19 € la pièce. 2,19 €. Commerçant autrement. Calibre 2,4 kg, origine Espagne. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pire. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis pire. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis pire. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Chers clients, ce mois-ci, dans notre rayon hippique, retrouvez nos promotions sur le Quintet Plus. Les samedis et dimanches de juin à partir de 11 h, pour un Quintet Plus acheté, un bon à parier gagné. Et en plus, une super tirelire de 1 million d'euros chaque dimanche. En juin, avec le PMU, c'est le mois de la gagne dans tous les rayons du Quintet Plus. PMU, que les meilleurs gagnent. Voir conditions sur PMU.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ce qui est bien en vacances, c'est qu'on est enfin tranquille. Ouais, tranquille ou pas, hein, parce que entre les parties de golf, les balades et les enfants à s'occuper, moi j'arrête pas de bouger. Hein. Entendu. Alors pour une totale liberté de mouvement, chez Decathlon, on a conçu un short ultra confort.
Et pour faire du sport votre meilleure destination de l'été, cette semaine, pour un short Inesis MW500 homme ou femme acheté, le deuxième est à moins 50%, soit 10 € au lieu de 20. Décathlon, faire bouger le sport. Disponible en 20 couleurs. Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration. C'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve et les repère. Et Mireille qui aime le soleil. Chin Chin Laflelou, ce n'est pas une mais 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la 3e paire de lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Afflelou. Et c'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain Afflelou, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Ah, il y a une casserole là. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi on va enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison. Et oui, vous connaissez tous cette musique, tous, vous pouvez pas ne pas l'avoir entendue au moins une fois. C'est la musique du parrain, rappelez-vous, les Corleone, Marlon Brando, Al Pacino, cette extraordinaire saga écrite par Mario Puzo et filmée par Francis Ford Coppola. Et bien aujourd'hui, un rapport qui vient de paraître, non, qui était est prêt depuis 1 an, mais qui vient d'être imprimé par l'association Marco Polo. De quoi s'agit-il? Eh bien, du fameux